Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des actions que je vais acheter, surveiller ou encore rechercher en mars 2023. On commencera par les ETF, puis on fera une mise à jour sur mon état d'esprit par rapport au marché en ce début mars, et enfin on parlera des actions individuelles. Comme d'habitude, vous avez le sommaire en description pour vous balader d'un chapitre à l'autre, et on attaque directement la vidéo. Comme d'habitude, j'ai commencé le mois en achetant mes ETF à l'ouverture sans me poser de questions. D'ailleurs, j'ai fait un petit post sur Instagram, je le fais tous les mois, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, ça vous permet d'avoir des actualités un petit peu plus en direct qu'avec YouTube, parce que les vidéos aussi, je les publie 2 fois par semaine, donc n'hésitez pas à aller me voir sur Instagram si vous voulez. Petit rappel évidemment sur les ETF, en fait j'aime toujours rappeler que je les achète parce que c'est un des piliers de ma stratégie qui est d'investir donc sur des indices et aussi sur des actions via les ETF notamment. Et je mets le même montant chaque mois, tout simplement parce que je veux enlever tout ce qui est émotionnel. Quoi qu'il arrive, j'achète le marché, puisque j'estime que je ne suis pas capable de trouver le point bas sur le marché ou le point haut sur le marché. Et donc, je veux qu'une partie de mon patrimoine total soit investie sur des ETF diversifiés à travers le monde. C'est pour ça que j'en ai plusieurs. Et tout simplement, c'est quelque chose que je fais chaque mois depuis nombreuses années. Et ça m'aide énormément émotionnellement, surtout dans les marchés baissiers. Aussi, je le fais parce que j'ai un horizon de temps très long. Et je tiens à rappeler que sur le long terme, en tout cas entre 1926 et 2020, ici, je vous ai mis un tableau assez connu qui récapitule la chance d'être en positif ou en négatif selon le temps investi. Et on voit qu'au bout d'un an, on a 75% de chance d'être en positif. Par contre, si c'est qu'au bout d'un jour, c'est globalement une chance sur deux, donc c'est du 50-50. Après, au bout de 5 ans, on n'est pas loin des 90%, puis 95%, puis au bout de 20 ans, et à vrai dire, c'est 17-18 ans, on est à 100% de chance d'être en positif sur le S&P 500. Évidemment, la performance passée ne garantit pas la performance future. Cependant, c'est quand même des bonnes informations sur lesquelles on peut s'appuyer pour notre stratégie. Et aussi, je tiens à préciser que justement, j'ai des ETF pour avoir une partie entre guillemets moins volatile dans mon patrimoine. Et du coup, j'aime aussi avoir mes ETF en combinaison avec des actions individuelles, comme vous le savez, mais aussi de l'immobilier, du cash, de la crypto. Passons maintenant à mon état d'esprit par rapport au marché et ce que je fais en ce moment. Donc tout d'abord, je tiens à le dire, j'en avais parlé dans de nombreuses vidéos, mais j'ai séparé d'un point de vue du suivi mon portefeuille entre les actions à dividendes, les actions très matures, qui grossissent un petit peu plus lentement et qui sont plus simples à suivre, et les actions un petit peu plus croissance. Donc j'ai séparé le suivi des deux, tout simplement parce que maintenant, je vais vraiment me focaliser en termes d'analyse sur les deux sections séparément, et j'en parlerai comme ça aussi en séparé, parce que c'est pas forcément la même quantité de temps à consacrer aux deux, et donc je voulais vraiment les séparer, et donc ça y est, c'est fait. Ensuite, en parlant de cash, je tiens à le dire, ma position continue de monter. C'est-à-dire que je n'arrête pas d'investir pour autant, je vais bien investir mes montants habituels sur les ETF, les actions, mais je n'investis pas plus que j'ai investi notamment en 2021-2022. Et vu que mes sources de revenus, elles ont clairement augmenté et que mes dépenses, elles n'ont pas bougé, ça a augmenté mon épargne mensuelle et c'est pour ça que mon cash continue à grossir. C'est-à-dire que je pourrais mettre un petit peu plus chaque mois en action puisque mes revenus ont augmenté dans le temps. Cependant, vu que je n'ai pas bougé mes dépenses et que je désire pour l'instant ne pas mettre plus parce que je veux créer de l'épargne pour plein de raisons, notamment peut-être pour de l'immobilier, eh bien en ce moment, mon position en cash continue à grossir chaque mois. Au niveau de mon état d'esprit, maintenant, clairement, l'ambiance générale, elle est terrible, je trouve, en ce moment. Soit ça prédit du crash dans tous les sens, soit ça dit qu'on a déjà trouvé le fond du marché et que ça va repartir à la hausse. Moi, je me force d'accepter qu'au final, la seule chose que je peux faire, c'est de saisir des bonnes affaires, d'après évidemment mes chiffres et mes analyses, et que peut-être ça va descendre plus, c'est tout à fait possible, mais il n'empêche que je continue à acheter le marché, parce que je suis incapable de trouver le fond du marché, et j'ai conscience qu'on est en marché baissier. Maintenant, j'ai deux solutions: soit je fais rien, j'attends, et peut-être que le jour où c'est vraiment reparti, je regretterai de ne pas avoir acheté tout le long de la baisse, soit j'accepte justement qu'on est en marché baissier, que je vais être dans le négatif sur de nombreuses actions, etc., sur le court terme, mais en même temps, je vise du 10 ans, 15 ans, 20 ans, du très long terme, et donc je n'ai aucune raison de ne pas acheter, parce que cet argent, si je l'investis pas, il va me brûler les doigts et je vais le dépenser dans autre chose. Donc moi, c'est ma stratégie et ma philosophie en ce moment. J'essaie de me détacher des marchés, tout simplement pour pas être trop impliqué émotionnellement et continuer à acheter les bonnes affaires que je vois. Et l'exemple parfait, ça a été que j'ai acheté pas mal de Meta et de Tesla il y a quelques mois, et clairement, on entendait partout des rumeurs comme quoi c'était la fin, Meta, le métavers, c'était une catastrophe, l'entreprise était complètement foutue, et clairement, elle s'est très bien reprise. Et vous avez aussi Tesla, il n'y a pas longtemps encore, tout le monde disait ils sont en train de baisser le prix des voitures parce qu'il n'y a plus de demande, plus personne ne va acheter des Tesla. Résultat, l'entreprise, elle a fait x2 en quelques mois, et moi, j'ai acheté des points très bas sur l'entreprise. Donc voilà, clairement, c'est un coup de bol monumental. Je peux pas dire que j'ai fait ça parce que je suis meilleur que les autres, mais la seule chose qui s'est passée, c'est que c'est les entreprises pour lesquelles j'avais déjà des prix d'achat cibles, et quand je suis allé très en dessous de ces prix d'achat cibles, forcément, j'en ai acheté un petit peu plus que les autres. J'ai eu faire des
choix à ce moment-là. Et c'est ce que je vous dis ici. Maintenant que ces actions sont beaucoup remontées, bah, je fais d'autres choix et donc je vais acheter d'autres actions qui en ce moment sont pour moi les bonnes affaires du moment entre guillemets. Et ça, c'est donc le portefeuille d'actions individuel en plus des ETF. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, ça ne veut pas dire que toutes les actions ne vont pas rebaisser fortement dans les prochains mois. Personne ne le sait. Et c'est pour ça que je le redis encore, comme je l'ai écrit juste au-dessus, je ne me prends pas la tête sur ce genre de questionnement sur le court terme. Le dernier point que je mentionnerai, c'est qu'en ce moment, je suis en train de faire un gros travail en arrière-plan de refonte de mes prix d'achat et des analyses, etc. Je suis en train de remettre pas mal de choses à jour. D'ailleurs, vous allez le voir juste après sur les actions à dividendes. Il y a beaucoup d'actions que je suis en train de rechercher en ce moment. Et voilà, donc comme je vous l'avais dit, j'ai décidé vraiment de monter en qualité en 2023. Certains l'ont remarqué sous les vidéos et je vous remercie pour vos messages. C'est clairement motivant. Et je suis aussi en train de travailler sur la refonte complète de mon programme sur la bourse et les finances personnelles. Donc en ce moment, il y a beaucoup de travail en arrière-plan. Et c'est aussi pour ça que j'ai sauté une fois ou deux des vidéos les mercredis, tout simplement parce que je veux faire de la qualité et je ne vais pas faire une vidéo si j'ai pas quelque chose de pertinent et de la valeur ajoutée à vous apporter. Donc voilà, sachez que c'est un des objectifs 2023 vraiment, de monter en qualité dans les analyses, dans les vidéos, etc. Passons maintenant sur les actions à dividendes. Donc tout d'abord, j'ai pour objectif de faire de Microsoft, je pense, la plus grosse position de mon portefeuille à dividendes. Et un jour, je pense qu'elle passera même devant Apple. Apple est toujours en premier, tout simplement parce que je suis en très forte hausse sur l'entreprise. Je l'avais acheté aux alentours de 2019, donc clairement, l'entreprise a explosé. Mais en attendant, voilà, je DCA clairement sur Microsoft. Je reste patient, c'est-à-dire que l'entreprise, elle est quand même à un bon prix à mon avis, mais je pense qu'elle pourrait encore corriger. Cependant, je ne prends pas le risque de me dire elle va corriger, j'achète pas et j'attends. Non, je continue à acheter un petit peu, un mois sur deux, voire un mois. Et vous voyez, là, je vais racheter ce mois une action et je me suis mis aussi un ordre d'achat en continu, c'est-à-dire que si l'entreprise vient toucher les 235 $, je prendrai une deuxième action ce mois-ci. Et si on va voir le cours actuel de l'entreprise, on voit que par exemple, j'avais fait un point d'entrée d'ici autour de 230 $, ici autour de 235 $. Aujourd'hui, on est au niveau des 250 $. Et si elle vient corriger, j'en achèterai une deuxième et je vais certainement déjà en acheter une en début de mois. On va regarder un petit peu les indicateurs financiers de Microsoft pour faire un petit rappel. Cependant, je tiens à dire, ce n'est pas du tout une analyse précise de l'entreprise. Là, je vous partage juste mes achats du mois et voilà, ce n'est pas une analyse complète. Cependant, je tiens à préciser quand même que l'entreprise, donc voilà, déjà elle paye un dividende, donc elle est forcément dans ma catégorie des actions à dividende. On a quand même eu une marge de chiffre d'affaires en composé de 15% sur les 5 dernières années. J'adore cette entreprise surtout pour ses marges et pour le fait qu'elle soit si bien gérée. Ils ont réussi à passer de la vente de logiciels avec des licences à la location de logiciels. Microsoft Teams et toutes les implémentations dans les entreprises m'impressionnent toujours, avec notamment ces paiements récurrents. Ce qu'ils sont en train de faire dans le monde des jeux vidéo est aussi très fort, et le cloud avec Azure est aussi en train de vraiment bien prendre des parts de marché. Donc clairement, c'est une entreprise que je trouve fascinante et je pense que ça pourra être dans le futur la première position de mon portefeuille à dividendes. Évidemment, c'est pas certain, on verra dans le temps et je vous partagerai mon parcours, mais je tenais à le préciser. Donc voilà, des marges nettes à plus de 33%, une entreprise qui devrait avoir encore une bonne croissance, en tout cas d'après les analystes, et moi j'ai mes chiffres aussi personnels. On est sur un PI de 27, enfin forward PI de 23. Si vous regardez au niveau de la baisse, on a une entreprise qui a déjà baissé de presque 28% par rapport aux points les plus hauts qu'elle avait fait il y a un peu plus d'un an, et aujourd'hui elle a repris d'à peine 16% par rapport au point bas, donc pour moi l'entreprise a quand même bien baissé. Ensuite, si je prends tout ce qui est mon analyse DCF personnelle que j'ai fait dans un Excel, l'entreprise, je peux l'acheter à partir des 235 à 240 $ avec les derniers chiffres que j'ai vus. Donc voilà, clairement, je continue à l'acheter et j'ai un coût de revient en ce moment, si vous regardez, qui est autour des 207 $. Donc je suis un petit peu en hausse sur l'entreprise. Sachez aussi que j'ai remis mes chiffres à jour de façon très pessimiste. À l'époque, j'étais un petit peu plus optimiste puisqu'on n'était pas dans des difficultés économiques. Il faut savoir que Microsoft souffre, comme tout le monde, du ralentissement économique. Et donc, j'ai remis mes chiffres à jour et ils sont un petit peu plus pessimistes qu'à l'époque. Et je suis très content de faire ça au final puisque ça va me protéger. Je me mets des plus grosses marges de sécurité dans mes analyses. Je tenais aussi à vous parler un petit peu plus du dividende puisque là, on est dans la catégorie des actions à dividende. Il faut quand même avoir conscience que c'est une entreprise qui, sur les 10 dernières années, a eu une croissance du dividende en composé de plus de 10%. On le voit ici à 10,43%. Et si vous regardez aussi le taux de distribution, donc le payout ratio, et le taux de distribution par rapport au flux de trésorerie disponible, donc le free cash flow payout ratio, on voit qu'en ce moment, on se situe autour des 30%, alors qu'à l'époque, on a été beaucoup plus élevé, on le voit autour des 40, voire plus de 40%. Et donc l'entreprise, actuellement, clairement, elle redistribue une partie de son argent en dividende. Une autre partie aussi, elle fait du rachat d'actions, mais elle n'est pas du tout en train de tout reverser, bien au contraire, elle continue à investir massivement dans la croissance de l'entreprise, et c'est pour ça que je définis toujours Microsoft comme une entreprise de croissance avec aussi un dividende croissant. Et enfin, si on va regarder rapidement l'avis des analystes, on est pareil sur un prix cible à plus de 290 $, donc d'après les analystes, et encore une fois, c'est leur avis, ce n'est pas le mien, j'ai mes propres chiffres, mais d'après les analystes, l'entreprise est aussi une entreprise qu'il faut acheter entre guillemets en ce moment, mais encore une fois, c'est leur avis, et moi je vous partage à chaque fois mes chiffres personnels,
mais évidemment, je me sers aussi de l'avis des analystes parce que c'est important pour se comparer, voir si on n'est pas complètement décorrélé par rapport à l'avis des professionnels. Pour moi, c'est un bon indicateur que je regarde, mais je ne tiens jamais compte de leurs chiffres pour faire mes décisions d'achat. On continue ensuite, et là, c'est ce que je vous disais, je suis en train de faire pas mal d'analyses d'entreprise, notamment Visa, BlackRock, JP Morgan Chase, Realty Income Corporation, Pepsi, et voilà, j'avais toute une liste d'actions à dividendes. Je vous avais fait une vidéo il y a peut-être un mois ou un mois et demi dessus, où je vous disais que je suis en train de rechercher des actions à dividendes. D'ailleurs, vous m'aviez donné des idées que j'ai intégrées dans ce tableau, et en ce moment, je fais beaucoup de recherches pour avoir des nouvelles actions à dividendes qui peut-être pourraient dans le futur rentrer dans mon portefeuille si elles venaient à être à des prix intéressants. Par exemple, j'ai travaillé pas mal sur Visa, sur Pepsi aussi, j'ai commencé BlackRock, JP Morgan, et par exemple, Visa est une entreprise excellente, mais je la trouve un petit peu chère. Par contre, si un jour elle venait toucher mes prix cibles que je suis en train de me fixer, clairement, je pourrais dégainer et je pourrais la mettre dans mon portefeuille et commencer à acheter et à ouvrir une position dessus. Donc évidemment, je tiendrai au courant si je le fais. Passons maintenant aux actions croissance. Donc tout d'abord, je tiens à le dire, je vais certainement racheter du Amazon. L'entreprise, elle a corrigé de presque 50% depuis les points hauts qu'on avait fait il y a un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, si vous regardez, on est toujours quand même sur des points assez bas. On a une petite reprise de 15% par rapport au point bas. Et si vous regardez, j'avais déjà acheté l'entreprise en novembre et en décembre autour des 80 à 90 dollars et c'est vraiment un prix sur lequel je vais continuer à acheter l'entreprise. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de vous faire des analyses complètes. D'ailleurs, j'ai remis mes chiffres à jour encore une fois avec les nouvelles informations sur l'économie. Aussi, ne pas oublier que le risk-free rate, donc le rendement des obligations, est monté et donc il faut forcément que je remette à jour mes analyses puisque maintenant, je pourrais aussi acheter des obligations à 4-5% et donc forcément, je dois baisser mes prix d'achat pour pouvoir faire mieux qu'une obligation. Sinon, pourquoi acheter une action? On en revient toujours au fait que dans l'investissement, ce qu'on cherche à faire, c'est le meilleur investissement. Et si l'investissement ne doit pas être en bourse parce qu'on trouve mieux ailleurs, eh bien, autant aller le faire. Ce que je voulais vous montrer sur Amazon, c'est l'operating cash flow et le price to operating cash flow. Donc, c'est flux de trésorerie opérationnel et c'est le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel. Et je voulais vous montrer qu'en ce moment, on est quand même bas, on est autour de 20, alors que historiquement, si vous voyez, sur les 10 dernières années, on a été à une moyenne de plutôt autour de 28. Et je regarde beaucoup cette entreprise par rapport au flux de trésorerie opérationnel et non pas au flux de trésorerie disponible, donc le free cash flow, tout simplement parce que l'entreprise réinvestit massivement en CAPEX. Et dans l'operating cash flow, on n'a pas ces investissements, donc on est vraiment sur le cash flow qui sort des opérations de l'entreprise, ce qui est pour moi historiquement quelque chose de plus intéressant à regarder sur Amazon. Et donc je tenais à vous le montrer. Et donc voilà pour Amazon, évidemment c'est une position encore une fois qui est là pour le long terme. Si l'entreprise vient à fortement corriger, c'est tout à fait possible et dans ce cas-là je pourrais très bien continuer à l'acheter. Encore une fois, je tiens à le dire, personne ne sait ce qui va se passer sur le court terme, mais je ne peux pas ne pas acheter des actions si je pense qu'elles sont à un prix intéressant. Sinon, je fais rien, je panique, je reste hors du marché et au final, je laisse l'inflation manger mon cash. Donc, ce n'est pas mon objectif, mais bien sûr que l'entreprise pourrait continuer à corriger, je tiens à le rappeler, parce que vraiment, en ce moment, on est dans une période où à chaque fois qu'on achète, on se dit ça va encore baisser, on voit le mal partout, et j'essaie de me sortir de cette mentalité court-termiste et j'essaie de rester long terme. Je l'aurais beaucoup répété dans cette vidéo, mais c'est vraiment quelque chose que je constate en ce moment. Il y a beaucoup de peur sur les marchés et je tiens à défendre mon avis, mes opinions et les partager avec vous. Et oui, les entreprises peuvent encore baisser, mais je ne peux pas ne pas les acheter non plus puisque c'est ma stratégie. Ensuite, je continue avec Adobe. Je suis un petit peu patient parce qu'ils vont publier leurs résultats à la mi-mars et j'ai hâte de les regarder pour voir où on en est, sachant que l'entreprise, ma position n'est pas finie et je veux un petit peu voir ce qui se passe avant d'en racheter. Donc clairement, ça se pourrait que j'en rachète après les résultats selon ce que je vois. Ensuite, Enphase, je vous en avais parlé en janvier et février. Je vous avais dit que je remettrais mon analyse à jour. Ça y est, c'est fait. J'ai été très occupé, mais j'ai enfin pris le temps de le faire. Et clairement, l'entreprise est à un prix qui est encore un petit peu trop élevé pour moi. Pour rappel, c'est une entreprise qui, à l'époque, j'avais acheté pour un coût de revient unitaire à 140 dollars. Je l'avais revendue juste sous les 300 dollars après qu'elle ait explosé. Et depuis, elle a recorrigé. Elle est aujourd'hui autour des 210 dollars. Et j'ai reconfirmé mes prix de l'époque et je retrouve à peu près les mêmes choses. C'est une entreprise que je veux acheter globalement entre 140 et si je fais un DCF plutôt autour des 160 dollars, c'est évidemment avec mes chiffres. Je préfère quand même regarder la projection des résultats puisque faire un discounted cash flow sur une entreprise qui a autant de croissance future, pour moi c'est moins pertinent. Donc je suis plus sur une projection des résultats. Et globalement, si je vais voir ce que pense le marché, eux pour le coup, ils ont un prix moyen cible à 300 dollars, ce que je trouve vraiment élevé. Donc ça montre vraiment que selon les analyses, je me mens pas à moi-même, c'est-à-dire qu'avant d'ailleurs d'aller voir les chiffres des analyses, je fais mes propres valeurs et même si j'ai un gros écart avec eux, eh bien je vais quand même pas aller acheter puisque pour moi personnellement, ils sont un petit peu trop optimistes. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si je me trompe, ce sera de ma faute. Encore une fois, je fais ce que je dis, c'est-à-dire que
je dis qu'il faut pas prendre les conseils des autres et qu'il faut se forger son propre opinion et c'est exactement ce que je fais. Cette entreprise, je l'achèterai si elle vient retoucher sous les 160 $, pardon, je vais retrouver le graphique, je me perds, donc voilà. Si elle repasse sous les 160, je pourrais clairement commencer à la racheter, mais je veux pas l'acheter à ce prix-là, même si les analyses disent qu'on peut. Moi, j'ai fait mon analyse et j'en resterai sur ces prix-là. Il reste deux actions dont je voulais vous parler avant de conclure la vidéo. Tout d'abord, Google. En ce moment, il y a énormément de négativité autour de cette entreprise. Il y a beaucoup de FUD, donc Fear, Uncertainty and Doubt, de la peur, des incertitudes et des doutes. Et clairement, je pense qu'il y a beaucoup de court terme là-dedans. Ça a eu des impacts sur l'entreprise de la même façon que ça a impacté Nvidia, qui, elle, pour le coup, a explosé à cause de la vente de tout ce qui est composants de calcul pour les intelligences artificielles. Et donc voilà, ce que je tenais à dire, c'est que ma position, elle est pratiquement construite. Ça fait des mois que je la construis. Je suis presque à l'équilibre dessus. Je dois être en négatif de quelques pourcents en dollars et en euros. Je dois être limite positif avec le taux de change. Et pour l'instant, l'allocation dans mon portefeuille, elle est proche des 100% de ce que je voulais faire. Donc je vais attendre de faire grossir d'autres positions pour que Google rebaisse en pourcentage avant de commencer peut-être à réinvestir dessus, puisque je travaille toujours en pourcentage et même si j'apprécie l'entreprise, je ne veux pas qu'elle dépasse un certain pourcentage de mon portefeuille pour ne jamais me mettre en risque sur une entreprise, pour ne jamais avoir une entreprise qui, si elle venait à faire faillite, ne venait détruire tout simplement mon patrimoine. Donc je suis très prudent sur ma gestion des risques et c'est pour ça que depuis des mois j'achète Google et qu'aujourd'hui je me suis un petit peu calmé, même si on regarde, elle est toujours sur des points bas, même si elle a repris un petit peu par rapport au plus bas où je l'avais acheté. Et donc je suis bien content de l'avoir acheté à l'époque. On va voir ce qu'elle fait dans le futur. Mais pour l'instant, j'en reste là, puisque en termes de pourcentage, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs en janvier et février, j'approche dangereusement de ma limite acceptable en termes de taille dans mon portefeuille. Et le dernier point, il s'agit de Nvidia. Vous avez eu une vidéo dessus la semaine dernière où je vous parlais justement des résultats qui pour moi étaient quand même un petit peu décevants et l'entreprise avait pour autant explosé. Et sachez donc que j'ai pris ma plus-value de plus de 35% en euros, je dois être à pas loin de 40% avec le taux de change encore parce que l'euro a baissé et moi j'avais commencé à acheter l'entreprise il y a plus d'un an et demi. Et donc clairement, aujourd'hui, c'est une entreprise que j'apprécie toujours autant. Cependant, il y a un moment, si je peux faire 30 à 40% de retour sur investissement en un an et demi, alors que sur le marché, je peux espérer faire du 10 à 15% sur un an et demi, bah, il n'y a pas de petite plus-value. Ça ne veut pas dire que j'aime pas l'entreprise, bien au contraire, je pourrais la racheter. Et évidemment que si elle venait à recorriger sur des niveaux, comme on le voit ici, autour des 120, 130 $, je repousserai mon analyse, comme je l'avais fait d'ailleurs dans la vidéo que je vous avais montrée la semaine d'avant, et je pourrais peut-être la racheter. Cependant, il y a un moment, il faut faire des choix. J'ai beaucoup d'actions dans mon portefeuille. Je trouve l'entreprise chère, j'avais une plus-value et donc j'ai décidé de la prendre. C'est pas quelque chose que je fais couramment. Si vous vous rappelez, sur 2022, j'ai dû prendre deux plus-values. Bon, j'en prendrai peut-être un petit peu aussi sur 2023 et ça ne veut pas dire que je n'apprécie plus l'entreprise. Cependant, il y a un moment, je dois faire des choix et je pense que le prix est déraisonnable. Et peut-être que je me trompe et peut-être qu'elle va exploser et que je le regretterai et que vous me le rappellerez dans les prochaines vidéos à me dire t'aurais dû pas vendre. Vous avez peut-être raison, mais à un moment, je prends mes propres décisions et je suis là pour vous les partager aussi. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier sur cette vidéo Nvidia, vous m'aviez fait beaucoup de retours positifs et il y avait pas mal de personnes qui avaient aussi fait leurs chiffres parce que c'est une entreprise qui est beaucoup suivie. Et merci de l'avoir partagé avec moi, de m'avoir dit ce que vous pensez. Ça m'a aussi beaucoup aidé dans ma prise de décision, je tiens à vous le dire, donc je vous remercie. On en arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo et je voulais vous faire un petit point, un petit mot de la fin entre guillemets. Je voulais vous dire que les marchés baissiers, les bear markets, en moyenne, ils durent un an et demi. Et ben, au final, l'horloge, là, elle est en train de tourner. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça va s'arrêter et ça va repartir. En tout cas, si on regarde ce qui s'est passé historiquement, les marchés baissiers ne sont pas pour toujours, même s'ils sont très durs émotionnellement. Et comme je ne veux pas être un trader et que je ne veux pas non plus rater le train, eh bien évidemment, je vais continuer à investir. Alors, il serait possible que ça dure encore, c'est-à-dire par exemple, si vous prenez la bulle Internet, le marché baissier, il a duré 2 ans et demi, donc on serait peut-être qu'à mi-chemin, on ne sait pas ce qui va se passer. Et encore une fois, le passé ne garantit pas le futur et peut-être qu'on va avoir une énorme baisse. Cependant, je pense quand même que pour moi, c'est un excellent moyen de relativiser et de me maintenir le moral que de me dire que j'investis sur le long terme de l'argent dont je n'ai pas besoin pour 5 ans, 10 ans, voire même bien plus, et que c'est une stratégie qui historiquement a quand même fonctionné, que de rester dans le marché, de continuer à faire des apports, même dans les marchés baissiers. Donc voilà, je tenais quand même à vous partager un petit peu cette ouverture d'esprit, ou plutôt cette prise de recul, pour justement ne pas être impacté trop émotionnellement, même si clairement c'est dur pour tout le monde, et pour moi le premier, sachez-le. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications si ça vous intéresse. Vous trouverez également des liens utiles dans la description pour approfondir vos connaissances en matière de bourse et de développement de vos finances personnelles. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez aussi le liker pour soutenir la chaîne et aller me suivre sur Instagram comme je vous le disais en début de vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.